Élu dans Dorchester en 70, Florian Gay est parmi les 12 députés créditistes qui forment le deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Il se fait valoir en Chambre dans les débats sur l'agriculture, la construction, le travail et l'éducation. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gay. Bonjour, M. Morin. Quelques mois après votre élection en 70, à l'automne, le Québec est plongé dans ce qu'on a appelé la crise d'octobre. À ce moment-là, vous avez appuyé le recours à la loi des mesures de guerre. Pour quel motif? Le motif que j'ai évoqué dans mon intervention à l'Assemblée nationale était assez simple. C'est que le Québec était plongé dans une crise et on ne connaissait pas l'ampleur du problème complètement. Sauf qu'il y a une chose qu'on savait, c'est que ça plongeait aussi le Québec dans l'insécurité. Même si je représentais un comté rural, loin de Montréal et relativement loin de Québec, je sentais bien que les gens étaient un peu apeurés par ce qui se passait à Montréal. Et on savait où ça avait commencé, mais on ne savait pas où ça allait finir. Alors, ne pas appuyer des mesures de sécurité, laisser la population dans l'angoisse, ça ne me plaisait pas tellement. Vu après coup, on aura peut-être voté autrement. Sauf que sur le moment, l'événement du temps, je pense que je ne me suis jamais fait de reproche d'avoir voté en faveur de la loi des mesures de guerre, même si c'était anormal que ça arrive au Québec. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même eu un ministre, un collègue de travail, quelqu'un que j'avais connu et que j'appréciais, M. Laporte, et on le voyait disparu de façon subite dans des conditions, évidemment, inadmissibles. Alors, quand on analysait tout ça, je pense que c'est assez facile de prendre la décision d'être en faveur de la loi des mesures de guerre, même si ça ne nous plaisait pas tellement. Vous étiez un député très assidu en commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Sur quel projet de loi en particulier vous avez travaillé le plus souvent? Comme mes électeurs m'avaient mandaté pour être au Parlement, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, dans la législation, tout n'est jamais complet, tout n'est jamais terminé, c'est toujours en mouvement. Sauf qu'il y avait un projet de loi qui tenait à cœur de tous les Québécois, je pense, et c'est bien que le parti au pouvoir l'a présenté, c'est la loi numéro 8, la loi d'assurance maladie. Grosse pièce législative, beaucoup de technicalités, réajustable possiblement avec le temps, avec les besoins, avec et je pense qu'on se devait de sortir l'artillerie lourde pour faire passer ce projet de loi-là et le rendre plus efficace, le rendre plus vivable, si vous voulez. Et là-dessus, je me suis attardé à son étude pas mal longtemps. Une autre pièce législative, celle que j'ai déjà mentionnée, ça a été la loi 65, la loi la réorganisation des services sociaux et services santé au Québec. Mais je voulais aussi que ces projets de loi-là soient vulgarisés, soient faciles à comprendre pour la population, pour pas qu'on soit toujours dans l'obligation d'avoir recours à un avocat pour se faire interpréter la loi ou les règlements d'application de la loi. Alors moi, je disais souvent, c'est difficile à comprendre, c'est technique. On va rendre ça plus facile si c'est possible.
Alors moi, je pense avoir joué le rôle de vulgarisation des lois. Et moi, le premier, c'était plus facile à comprendre pour moi. Mais je disais que si moi, je le comprends, bien, il y a un paquet de gens qui vont le comprendre aussi, là. Vous avez eu aussi votre mot à dire pour l'amélioration du Code de profession. Oui, le Code de profession, la loi 250, qui était une loi cadre, mais il y avait également tous les projets de loi qui régissaient à l'avenir les corporations professionnelles. Et moi, je m'étais attardé beaucoup à la reconnaissance des chiropraticiens, parce que c'était dans notre programme électoral, et aux denturologistes. Ça permettait aussi d'établir des cloisons entre différentes professions qui partageaient la même clientèle. Ça permettait de faire la lumière là-dessus parce qu'on écoutait des groupes d'intervention qui venaient aux commissions parlementaires, qui a duré longtemps, et de se faire une meilleure idée afin de clarifier un paquet de situations. Évidemment, il y avait des dentistes à la commission parlementaire qui étaient plus ou moins d'accord avec la loi, la reconnaissance des denturologistes. Et il y avait des médecins qui n'étaient pas non plus trop d'accord avec la reconnaissance des chiropraticiens. Mais je pense qu'il était temps, non seulement qu'on éclaircisse ces situations-là, mais qu'on leur définisse un champ d'action, qu'on cloisonne certaines professions pour qu'ils finissent de se poursuivre l'une et l'autre. Durant votre mandat de député, vous avez aussi exigé des améliorations importantes à l'aide sociale. Qu'est-ce que vous vouliez exactement? Oui, moi, je voyais dans le comté, là, il y avait des personnes qui vivaient de l'aide sociale parce qu'ils étaient dans l'impossibilité de travailler, trop jeunes pour avoir la pension d'Ottawa, puis trop mal en point pour travailler. Alors, nous autres, on disait, c'est pas normal qu'un couple doivent se séparer. Des couples dans la soixantaine avancée soient obligés de se séparer pour avoir 2 fois de l'aide sociale, c'est-à-dire deux minimums d'aide sociale pour réussir à joindre les 2 bouts. Moi, je me disais, bien, s'il y avait moyen qu'on améliore la situation avec des prestations un peu plus normales, un peu plus élevées pour ces gens-là. Et je voulais aussi que ceux qui sont en mesure de travailler, qu'on les recycle et qu'on les remette au travail. Et j'avais invoqué à ce moment-là les municipalités, là où il y avait tant de travail à faire, alors qu'il y avait des chômeurs. Alors, la loi ne s'enlignait pas trop là-dessus. Alors, moi, j'avais exigé du ministère des Affaires sociales qu'on regarde ça de près et qu'en attendant, qu'on fournisse un revenu décent à ces personnes-là. Moi, j'ai vu une dame à Saint-Prosper avec 3 enfants, 48 piastres par semaine d'aide sociale. C'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup. Même si c'était dans les années 70, c'était pas beaucoup. Alors, à chaque semaine, elle devait emprunter pour joindre les 2 bouts. Son mari était décédé d'un accident d'avion où il y avait une petite clause qui l'empêchait d'avoir l'assurance vie de son mari parce qu'il avait fait un saut en parachute. Alors moi, je dis, ces situations-là, ce n'étaient pas des situations qui se multipliaient à la centaine. Mais pour cette famille-là, pour cette mère-là, avec 3 enfants, c'était pas normal qu'elle vive des situations comme ça. Dans l'industrie de la construction, vous êtes opposé à des modifications sur la loi des relations de travail dans la construction. Qu'est-ce qui vous chicotait là-dedans? Il y avait plusieurs choses qui me chicotaient. On s'est rendu compte que, finalement, il y a un arrêté en conseil. Ce n'était pas une loi comme telle, d'un arrêté en conseil, qui exigeait que tous les travailleurs de la construction, y compris les entrepreneurs artisans, à l'avenir, soient obligés de détenir un certificat de qualification pour opérer dans le domaine de la construction. Et tous ceux qui étaient artisans dans le domaine de la construction devenaient des illégaux parce qu'ils ne détenaient pas de certificat de qualification. Alors, ça a donné lieu à bien des situations. Il y a des travailleurs de la construction dans la paroisse voisine, Frampton, voisin de Saint-Léon, qui ont dit, nous autres, on s'est fait arrêter, 250 $ d'amende, mais on ne paye pas. On va en prison plutôt. C'est une situation anormale d'être emprisonné pour le seul fait d'avoir travaillé, avoir voulu gagner sa vie honorablement. Alors moi,
et c'est là qu'on a vu, et j'ai l'article pour le prouver, le ministre du Travail, le nouveau ministre du Travail, M. Cournoyer, avait accepté d'émettre lui-même les certificats de qualification à ces travailleurs-là. Alors moi, je disais au ministère du Travail, c'est sûr qu'on est en faveur de la compétence des travailleurs. On est en faveur de la formation des travailleurs journaliers et spécialisés dans le domaine de la construction. Mais ceux qui sont illettrés, ceux qui ont de la misère à lire, les gens d'un certain âge, il faudrait qu'il y ait des examens plus visuels pour eux. Alors finalement, j'ai un paquet de gens qui sont venus passer des examens de qualification avec un autre système d'examen. Moi, je les ai passés, ces examens-là, parce que j'ai été longtemps dans la construction. Et je me disais, bien, on va essayer de leur rendre la vie un peu plus facile. Et tout ça sous le prétexte de la protection du consommateur. Dans votre groupe parlementaire, vous étiez 12 députés créditistes à l'Assemblée nationale. Vous aviez plusieurs tâches à vous répartir. Comment vous organisiez votre travail? Vous aviez des tâches à faire à l'Assemblée nationale, plusieurs dossiers. Vous aviez votre travail de député. Vous aviez aussi le parti qui devait avoir des activités. Comment vous partagiez ça? Moi, je n'ai pas participé beaucoup à l'organisation après l'élection. J'ai dit au caucus, vous me confiez une partie de l'Assemblée nationale. Je dois intervenir sur des projets de loi que je ne connais pas beaucoup ou des amendements que je ne connais pas beaucoup. Mais quand je suis là presque seul, il faut que le parti soit représenté au Parlement. Alors, vous allez vous partager l'organisation, sauf que j'ai été président du Congrès en 1971. Là, tout allait bien, c'était facile. C'était un congrès thématique où on voulait avoir quelqu'un pour présider le congrès. On m'a demandé ça. Alors, j'ai dit oui. Mais ça m'obligeait, évidemment, à tout signer carte de membre. Alors, j'ai signé 12 000 cartes de membre à la main. Si c'était maintenant, bien, il y aurait probablement une autre technique. Dans votre groupe parlementaire, il est apparu, au bout d'un an et demi, 2 ans, un problème de leadership de Camille Sanson. Comment ça s'est arrivé, ce problème-là? J'ai toujours eu l'impression, et je le maintiens aujourd'hui, que la crise au leadership n'a jamais été une crise véritable. La crise au leadership a été une invention de M. Sanson. Moi, j'ai appris par les médias que le chef du ralliement créditiste vient de démissionner. Alors, première question qui me vient à l'esprit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je disais, à moins qu'il est en phase terminale d'un cancer, puis on ne le sait pas. Est-ce qu'il démissionne pour des raisons de santé? Parce que moi, je n'ai jamais vu de problème de leadership avec M. Sanson. J'ai toujours été très proche de M. Sanson. Je lui demandais des conseils. Je n'ai jamais fait un discours politique sans lui présenter l'essence de mes propos, même si ce n'était pas dans les détails. Mais là, je me faisais jouer un tour. Alors là, c'est le téléphone qui marche, puis on s'informe, personne ne sait rien. Alors moi, je vais trouver M. Sanson. J'ai dit, M. Sanson, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas comprendre plus tard. Ça fait 40 ans, puis j'ai toujours jamais compris. Alors, mais c'est ça, c'est lourd à subir. Il devait y avoir de la méfiance, là, après ça, dans le groupe parlementaire, là, entre vous, dans les discussions de corridor ou au caucus? Entre certains députés, je suis convaincu que oui. Moi, je suis obligé d'admettre que j'avais pas le temps de faire ça parce que je m'occupais de la législation pas mal. Et il y avait quelques problèmes, quelques crises qui montaient dans le comté, puis je me disais, bien, d'autres vont régler ça. Alors, finalement, on a réuni les députés en l'absence de M. Sanson. On a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'a plus de chef. Alors, il fallait élire un chef ou nommer un chef intérimaire, quelqu'un qui gardera la chefferie en attendant d'en trouver un, ou que M. Sanson s'explique puis qu'on le réélise comme chef. Alors, finalement, c'est Armand Bois qui avait été choisi pour être chef intérimaire. C'était sûrement pas un mauvais choix. Ça nous a permis de fonctionner en tant que parti politique pareil, avec un chef. Vous l'aviez appuyé, Armand Bois, comme chef intérimaire? Tout le monde avait appuyé M. Bois.
parce que ça nous prenait un chef intérimaire, ça nous prenait quelqu'un qui remplace le chef démissionnaire. Et moi, j'avais appuyé M. Bois, là, ça n'a pas été dur à appuyer. Il y a eu une proposition de fait, tout le monde est d'accord. Bien, les députés présents étaient d'accord. Les absents, les autres ne sont pas prononcés là-dessus. Mais ça allait créer un chaos. Je vous assure que j'étais un peu moins à l'aise de prononcer des propos mordants à l'Assemblée nationale ou en commission parlementaire parce qu'ils disaient, bien, si ça ne va pas, on va t'envoyer chercher ton chef. Alors, c'est de valeur parce que ça l'a brisé un petit peu, je ne dirais pas l'unité entre les députés, mais ça l'a brisé un petit peu la feuille de route, ça l'a brisé un petit peu la philosophie qu'on avait développée d'à peu près tout se dire puis tout dire au caucus des députés. Bien là, il y a des choses qui ne se disaient plus. Il y a des choses qui se taisaient parce que ça aurait pu déplaire à un ou à l'autre. Je ne dis pas que ça ne m'a pas affecté, là. Je pense que ça nous a affecté dans la campagne électorale qui a suivi, par exemple. Mais avant la campagne électorale, il y avait eu un congrès au leadership. Et là, M. Dupuis était candidat. Et vous aviez ouvert les portes assez grandes pour accueillir de nouveaux membres. Ça faisait pas mal de travail, ça, pour signer des cartes de membres. Oui. Il y avait eu une réunion du comité du congrès et eux autres, ils avaient décidé d'ouvrir les portes à la démocratie. Mais la démocratie, c'est un grand mot. Évidemment, ça voulait dire membre d'hier, membre d'après-demain, membre de tout le temps. Il est membre du parti et il va avoir le droit de vote à chefferie. Alors, c'est bien sûr qu'évidemment, on avait le petit Colisée qui ne contenait pas tout le monde. Finalement, on nous a dit qu'il y avait à peu près 7000 personnes à un congrès au leadership. Les grands partis politiques avec des grosses caisses électorales n'ont pas ça. Bon, on a dit qu'il y a des choses anormales qui se passent. Ou bien donc, on a fait le coup du siècle, ou bien donc, on est tous foutus. Alors, ça n'a été ni un ni l'autre. Ça a passé entre les deux, mais on a eu pour notre argent. Et c'est pas, comme vous dites, c'est pas facile à gérer. Autant de membres qui arrivent pour s'inscrire à un congrès politique pour choisir un chef. Un peu plus qu'on avait autant de chefs qu'il y avait de députés de l'Assemblée nationale, il y a eu plusieurs candidats. Et finalement, les délégués ont fait un choix. Moi, j'avais appuyé Fabien Roy parce que ça avait été le candidat modérateur. Et j'étais voisin de comté de M. Roy. Je ne sais pas pourquoi, je ne m'attendais pas à ce que M. Roy soit élu, nécessairement. Mais je disais que c'est pour moi, en tout cas, ça semblait un bon choix. Et M. Roy avait été correct, avait été bien... il n'avait pas été accusateur. Mais évidemment, ça a donné le résultat condamnable. C'est M. Dupuis qui a été élu. À ce congrès-là où le Parti créditiste avait ouvert les portes, comme vous dites, à la démocratie, est-ce que vous avez craint l'arrivée de militants qu'on pourrait qualifier d'indésirables? Ah, bien, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Quand si vous ouvrez les portes pour un banquet, évidemment, le maire peut entrer. Mais les chiens errants aussi. Alors, ça veut dire que c'est pas facile d'être grand démocrate, d'ouvrir toutes grandes les portes pour une formation politique, pour choisir un chef, puis avoir uniquement ceux qu'on veut voir voter pour nous autres. Ça avait été un bel exercice démocratique, mais moi, je disais à mes collègues durant le congrès, on ne se comptera pas de peur, là. Il y a eu des arrangements qui se sont faits en dehors de la députation. Et évidemment, j'avais probablement raison aussi. Et je voyais l'issue du congrès à peu près de cette façon-là. C'est M. Dupuis qui a été élu. Et moi, à partir de là, j'ai arrêté de me compter des peurs et de penser qu'on serait un parti politique qui irait bien loin. Alors, les gens dans le comté, moi, je passais mon temps à me défendre. Comment ça que M. Sanson a démissionné? Puis, est-ce que tu es quelqu'un qui l'a incité à démissionner? Est-ce que tu es quelqu'un qui a mis son leadership en question?
Alors, on passait notre temps à se défendre là-dessus. Et même durant la campagne électorale qui a suivi, ces questions-là revenaient constamment. Bien, il y avait toujours un beau drôle. C'est qui le chef? Est-ce que l'élection de M. Dupuis en 1973 comme chef du Parti créditiste a calmé le jeu et calmé les esprits? On est sorti du Congrès tellement épuisé qu'on n'avait presque plus de réaction politique. C'est là qu'on a commencé à être obligé de se défendre et défendre un chef qu'on connaît moins. Moi, je ne connaissais pas beaucoup la façon d'intervenir de M. Dupuis. Je ne connaissais pas beaucoup sa façon de faire une campagne électorale, mais moi, je me disais, il va faire une campagne électorale probablement à la libérale. Et on a cru un moment, comme les libéraux, ce sont des faiseurs d'élections, sont excellents là-dedans, j'ai dit, il a bien appris à Ottawa, probablement que ça va nous faire un excellent chef, puis il va faire une bonne campagne électorale. Mais la campagne n'a jamais levé. Et ce personnage-là, qui devait être le sauveur du parti, ne s'est pas révélé la bonne personne. En tout cas, dans mon cas à moi, là, et la preuve, c'est qu'on a fait élire 2 députés en 1973. Fait que si le chef avait été celui qu'on aurait voulu qu'il soit, bien, on se serait fait élire plus que ça. Vous, en particulier, vous avez un curieux problème en 1973. Votre comté de Dorchester disparaissait de la carte électorale. Donc, avez-vous essayé, avez-vous eu votre mot à dire pour empêcher ça? Oui, j'ai eu mon mot à dire parce qu'on avait présenté aux parlementaires des changements proposés. Moi, j'aurais aimé qu'on conserve Dorchester parce que c'était quand même le nom d'un vieux comté dans la province et qu'on repartage Bellechasse. Mais il y avait toujours un nombre d'électeurs convenu pour qu'un comté demeure comté avec une certaine moyenne de pourcentage de plus ou de moins. Moi, je disais, bien, Bellechasse, c'est un petit comté, le comté de Gabriel Loubier, par rapport à Dorchester. Bellechasse était tout petit. Et comme il y avait plus d'électeurs dans Dorchester, j'ai essayé de défendre le comté de Dorchester, mais je pense que c'est à peine perdu. Alors, j'avais le choix entre aller contre M. Loubier dans Bellechasse, chose que j'aurais aimé. J'aurais aimé parce que je connaissais M. Loubier. Puis il y a de nouveaux comtés de Beauce-Nord qui devenaient un comté ouvert. Et qui prenait une partie de... Ah oui, qui prenait une grosse partie de Dorchester, là. Ça prenait Saint-Isidore, Sainte-Énédine, Saint-Maxime-de-Scott, Saint-Bernard. En fait, tous les paroisses le long de la rivière Chaudière. Toutes les paroisses le long de la rivière Chaudière. Et puis, j'avais une bonne raison de choisir Beauce-Nord. Finalement, il fallait que je fasse un choix. Et ils sont arrivés chez nous en délégation. Un dimanche après-midi, ils ont dit, on a décidé, mes organisateurs, puis d'autres personnes avec, ils ont dit, tu n'as pas le choix, tu t'en viens candidat dans Beauce-Nord. Je ne sais pas s'il n'y avait pas trouvé de personnes pour les représenter qui leur convenaient, mais en tout cas. Finalement, en délégation, on s'en va dans Beauce-Nord, puis ils me déclarent candidat pour le Crédit social dans Beauce-Nord. Mais il y avait aussi un autre gros problème, une autre grosse raison qui m'emmenait là, c'est que durant la campagne, durant l'élection, c'est-à-dire durant mon mandat de député, Saint-Maxime-de-Scott et Saint-Bernard faisaient partie de Dorchester. Alors, il y a 3 conseils municipaux qui me disent, bien, M. Gay, vous êtes député, vous êtes au Parlement, puis on a un énorme problème, c'est le pont de Scott. Le pont de Saint-Maxime-de-Scott qui traverse la rivière Chaudière, qui va vers Saint-Bernard. Puis on dit là, on a un problème parce que c'est un pont qui a été construit en 1910. Son poids, le poids que ce pont-là peut supporter, c'est 12 tonnes. Sa largeur, 15 pieds 4 pouces. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas rencontrer 2 camions. Bien, j'ai dit, avez-vous une étude de la circulation? Il y en a un qui se lève au conseil municipal de Saint-Maxime, puis il dit oui. Il dit, il passe 70 poids lourds à l'heure sur le pont de Scott.
Et c'est un pont un peu particulier, c'est que son tablier était en grillage métallique. Alors, il y a quelqu'un qui était au conseil municipal, il a dit « Même le chien ne veut pas traverser le pont. » Ben non, parce que lui, le chien voyait l'eau à travers le grillage et les chiens ne traversaient pas ce pont-là. C'est un pont qui avait été construit pour les besoins de l'époque. Mais il ne convenait plus, puis il commençait à être dangereux. Il y avait beaucoup de pourriture. Puis, alors, ils ont dit, à un moment donné, on va vous appeler, puis on va faire une démonstration sur le pont. J'ai dit, vous voulez dire une manifestation? J'ai dit, oups! Bloquer un pont, là, c'est un passage public, ça, c'est un chemin public, vous ne pouvez pas faire ça. Bon, on dit, on va bloquer ça pendant 1 heure à peu près. Il faut que vous soyez là. Alors, je m'en vais là, puis j'arrive là, le pont est plein de monde. Fait que là, on discute une secousse, puis bon, ben, on dit que de quelle façon on intervient. Alors, moi, j'ai dit aux conseils municipaux concernés, vous allez écrire chacun une lettre, vous allez signer ça comme conseil municipal par le maire, vous allez envoyer ça au ministère de la Voirie, puis on va voir ce que ça va donner, puis entre-temps, ben, je vais essayer, moi aussi, de mon côté, de trouver une solution à ça. Alors, maintenant, on voit dans les journaux, ben, on n'a pas eu de nouvelles de la manifestation au pont de Scott. Là, ils ont dit, ils vont en avoir des nouvelles. Ça fait qu'il y avait un monsieur Auger qui était journaliste pour le journal Le Dorchester. Il m'appelle, il dit, Florian, il dit, après-midi, il dit, une grosse manifestation au pont de Scott. Puis il dit, on s'est organisé. Finalement, il dit, peux-tu être là? Ben oui, je vais canceller ce que j'avais, puis je vais être là. Fait qu'on s'en va au pont de Scott. J'arrive là. Il y a 250 personnes sur le pont. Il y a 30 policiers de la Sûreté du Québec. Et moi, je savais que ça se ferait ce dimanche-là. On avait trouvé quelqu'un qui avait apporté des boîtes d'explosifs, des boîtes de dynamite vides pour laisser tomber le long des approches du pont. Et puis, il y a un grand gaillard qui se lève et dit, là, votre pont, si vous ne le refaites pas d'ici quelques semaines, il dit, il va sauter. La Sûreté du Québec a pris un peu panique, là. Alors, même s'il y était plusieurs agents, ils ont dit, qui c'est qui a dit ça? Là, on va l'embarquer. Bien, j'ai dit à la Sûreté du Québec, si vous embarquez un citoyen sur le pont de Scott, moi aussi, je vais embarquer. Puis j'ai dit, mardi matin, à l'Assemblée nationale, ça va être beau. Alors, j'arrive le mardi à l'Assemblée nationale, j'appelle M. Rouleau, qui était sous-ministre, si ma mémoire est bonne, M. Rouleau, Claude Rouleau, qui était sous-ministre à Voirie. Alors, je raconte l'affaire à M. Rouleau, puis j'ai dit, je vais vous apporter au cours de la semaine des découpures de journaux. Bien, M. Rouleau, il dit, je pense, il dit, il va falloir faire quelque chose. J'ai dit oui. C'est bien beau refaire le pont de Scott, là, mais c'est pas ça que ça vous prend, c'est une autoroute. Et cette autoroute-là, d'autant plus qu'elle avait été promise en 62. Et elle ne s'était pas réalisée. C'est une promesse électorale qui avait tombé lettre morte. Alors moi, j'ai dit, pourquoi pas une autoroute? Alors, finalement, j'attends le retour de M. Pinard, puis on se parle au téléphone. M. Pinard, il dit oui. Il dit, on va annoncer officiellement, il dit, la construction de l'autoroute de la Beauce, qui est maintenant l'autoroute 73. Alors là, ça avait calmé les esprits. Alors, il n'y a pas eu d'autres manifestations au pont de Scott. Mais qu'est-ce qui est arrivé au pont de Scott? Ah, finalement, le pont de Scott, il a été toléré jusqu'à la construction de l'autoroute de la Beauce. On l'a réparé temporairement, on l'a solidifié, on a fait des travaux mineurs, et puis le pont de Scott a résisté, mais pas pour les poids lourds. Parce que tout le bois qui descendait du haut de la Beauce, et je pense même du Maine, d'une partie du Maine, passait au pont de Scott. Alors, quand tout le monde s'en mêle de ses affaires, puis tout le monde tire dans la même direction, ça a un gros poids. Parce que le gouvernement, le parti politique qui est au pouvoir, ne peut pas ignorer des choses comme ça, des manifestations comme ça. Tout s'était fait pacifiquement. Et puis, j'ai remercié dans les journaux, j'ai remercié ces personnes d'avoir collaboré, évidemment, à l'obtention de l'autoroute 73, qui dessert pas seulement Saint-Maxime de Scott puis Saint-Bernard, mais qui dessert maintenant toute la Beauce. Et c'est là qu'après coup, qu'on se rend compte de la nécessité d'une autoroute, même si on l'a eu tout près de 40 ans en retard. On continue la semaine prochaine, M. C'est beau, merci.